Dans le monde de Squid Game, presque personne n'est totalement innocent. Participer à des jeux d'enfants pour rembourser ses dettes ou mourir en essayant mène inévitablement à la violence, la trahison et la dépravation. Nous allons classer les pires actions des personnages de Squid Game, les plus pardonnables aux plus condamnables, de ceux qui pourraient être rachetés à ceux qui méritent l'enfer. Commençons par les personnages qui n'ont pas commis d'actes assez graves pour se démarquer de leur père. Il s'agit de simples défauts humains. Commençons par 3 personnages que nous considérerions comme innocents. Young-mi, Jun Hae et Kyung Seok. Le pire acte de ces 3 personnes fut de participer au Squid Game, mais même là, on ne peut les blâmer, car ils s'y sont retrouvés par désespoir dans une situation horrible. Chacun d'eux avait des raisons nobles de participer et n'a jamais eu recours à la violence ou à la tromperie inutile. Jun Hae voulait subvenir aux besoins de son enfant, à naître. Kyung Seok devait payer le traitement du cancer du sang de sa fille. Et Young-mi était la plus terrifiée à l'idée de continuer les jeux, suppliant même les autres de voter X. Ces 3-là ont toujours voté pour mettre fin au jeu, montrant que malgré leur désespoir, ils avaient la lucidité d'accepter que ce jeu était trop tordu pour y participer volontairement. Vient ensuite la véritable légende de la première saison, Ali Abdul, dont la pire faute a été de blesser indirectement son patron. Durant l'absence des joueurs du Squid Game dans la saison 1, on a découvert que le responsable d'Ali était l'un de ceux qui ont profité de sa gentillesse. Vous voyez, ce pauvre homme d'affaires surmené était tellement occupé à jouer au solitaire sur son ordinateur qu'il n'avait pas le temps de payer ses travailleurs sans papier. Mais Ali ne pouvait pas ignorer l'enveloppe d'argent sur le bureau, ce qui a mené à une lutte entre les deux et a entraîné la main de son patron dans une machine métallique qui l'a complètement détruite. D'un côté, ce qui correspond au nombre de mains restantes au patron d'Ali, abandonner quelqu'un après une telle blessure serait normalement très cruel. Comment Ali, un travailleur sans papier luttant pour subvenir aux besoins de sa famille, est-il censé jouer au solitaire maintenant? Mais quand on considère qu'il voulait simplement être payé pour son travail, ce choix devient beaucoup plus compréhensible. Le gaz aurait probablement tout perdu s'il avait attendu que de l'aide arrive. En plus, Ali a perdu plusieurs doigts à cause des conditions de travail dangereuses imposées par son patron. Donc on dirait simplement que c'est le karma. Et pour compléter cette catégorie, il y a Yoon-ja, dont la pire action a été d'insulter Yoon-ju. Vous connaissez ce parent à Noël ou à Thanksgiving qui dit des choses où l'on sent qu'il n'essaie pas d'être offensant, même s'il l'est? Oui, ça c'est Yoon-ja. On pourrait croire qu'en traitant Yoon-ju de disgracieuse, elle serait l'une des joueuses les plus désagréables de la saison. Mais ce serait faux, car elle était la meilleure et a fini par apprécier Yoon-ju, même si elle ne comprenait pas son mode de vie. Elle est sans réaliste et ne mentira pas sur ce qu'elle pense ou ressent, mais elle sait donner une chance aux gens et les traiter avec décence et respect, un équilibre dont nous pourrions tous nous inspirer. Abordons maintenant les personnages ayant commis des erreurs plus graves, mais pour des raisons assez valables pour que ces actes soient considérés comme des fautes compréhensibles. Notre cher et regretté Semi vient ensuite, son pire acte ayant été de manipuler Thanos et Namgyu. Selon Semi elle-même, elle ne s'était alliée à Thanos et Namgyu que parce qu'ils étaient suffisamment idiots pour être aisément manipulés. Nous devions mentionner cela car cela montre que Semi a un côté manipulateur, mais honnêtement, elle n'a rien fait de vraiment manipulateur en soi. C'est plutôt qu'elle était prête à le faire si la situation l'exigeait. S'associer avec le rappeur SoundCloud toxicomane et instable n'était pas un bon choix. Mais comme les autres, Semi tentait de s'entourer des personnes les plus fortes possibles. Elle a toujours été compatissante et loyale, prête à risquer sa vie pour rester avec Minsu plutôt que de le trahir lors du défi de la mêlée. Un geste plein de bonté qui sera sans aucun doute accueilli avec toute la gratitude et la dévotion méritée. Ensuite, nous avons Juno, le détective infiltré préféré de tous, dont la pire faute a été de ne pas révéler l'identité du chef. L'une des révélations les plus déchirantes des derniers épisodes de la première saison de Squid Game était que le frère que Juno cherchait en infiltrant le jeu en était en réalité le dirigeant depuis le début. C'est sans doute la pire fin possible pour Juno, et pour aggraver les choses, il a été abattu à bout portant dans la poitrine et est tombé dans l'océan en contrebas. Une fois secouru et réveillé, Juno coopère avec Ji-hoon et d'autres alliés pour retrouver l'île des jeux, mais refuse de révéler l'identité du maître de jeu. On comprend que le gars veuille protéger son frère, même s'il a prouvé qu'il n'hésiterait pas à tirer sur Junho. Cependant, connaître l'identité du maître de jeu aurait pu faire avancer l'enquête. Il reste donc coupable de retenir des informations cruciales. Merci d'avoir joué. Ensuite, Ji-young, dont la pire action a été de tuer son père. Nous avons déjà notre premier meurtre à discuter. C'est difficile de présenter ça positivement, mais ne vous inquiétez pas. Ji-young avait probablement de bonnes raisons de commettre un parricide. Elle a assisté à l'assassinat de sa mère par son père, qui a ensuite prié pour être pardonné.
un acte d'une grande ignominie. Prier pour le pardon est bien si c'est sincère, mais ce pasteur maltraitait sa femme et il était sous-entendu qu'il agressait aussi sa fille. Je ne pense pas que qui que ce soit puisse blâmer Ji-young, sa fille adolescente, d'avoir vengé sa mère en assassinant son père, ce salaud hypocrite. Ce n'était pas un meurtre de sang-froid, mais le geste d'une enfant troublée arrivé à son point de rupture. Je suis surpris de voir Minyo si bas dans notre classement. Sa pire action a été de tuer Deoksu. Je jurerais que Minyo a fait plus de choses louches durant la saison, mais c'était peut-être juste l'impression qu'elle donnait. Minyo était généralement grossière, égocentrique et matérialiste, mais en y repensant, elle n'a jamais vraiment essayé de blesser quelqu'un activement, sauf quand c'était justifié. Voici Joksu, un criminel de gang meurtrier de masse et terroriste qui ne montre jamais la moindre loyauté, compassion ou décence humaine de base, au-delà de ce dont il a besoin pour manipuler les gens à ses propres fins. Quand il commet l'erreur de passer une nuit avec Minyo, ou plutôt de passer un moment assis avec elle en y repensant, pour ensuite la larguer après lui avoir promis qu'ils iraient jusqu'au bout ensemble, elle a tenu sa promesse de le tuer s'il la trahissait. Lors de l'épreuve des dalles de verre, elle a exposé Joksu pour le lâche qu'il était en le jetant avec elle dans les profondeurs sous le pont pendant qu'il suppliait qu'on lui accorde la grâce. Joksu était un salaud et un meurtrier de masse. S'il avait attendu plus longtemps pour agir, 5 autres personnes seraient mortes. Vu sous cet angle, son geste peut être considéré comme héroïque. Je suppose que l'une des nombreuses choses dans lesquelles Han Minyo excelle, c'est de complètement écraser nos attentes, même depuis la tombe. Ensuite, nous avons Yoonju et Jungbae, dont le pire acte a été de voter une seule fois chacun pour continuer les jeux. Dans cette saison, les joueurs ont pu voter pour décider s'ils voulaient poursuivre les jeux, contrairement à la première saison. Malgré leur bonté, Jungbae et Yoonju ont chacun voté pour continuer les jeux à un moment donné, bien qu'étant en équipe avec plusieurs personnes ouvertement opposées à la poursuite. Pour Yoonju, c'était trahir son amitié naissante avec Youngmi, qu'elle savait terrifiée à l'idée de continuer à jouer. Pour Jungbae, cela sapait le plan de son ami, voulant mettre un terme définitif au jeu. Cependant, une telle erreur, surtout sous une pression si intense, ne suffisait pas à remettre en question leur moralité pour nous. Ils se sont excusés et réconciliés avec leurs coéquipiers, décidant de voter X et d'aider Gi-hun dans sa révolte. Ils semblent s'être bien rattrapés. Pour compléter cette catégorie, le personnage le plus difficile à classer est Gi-hun, dont la pire faute a été de délaisser sa fille. Le choix de Gi-hun peut surprendre, vu qu'il a commis d'autres actes plus immédiatement répréhensibles. Il était prêt à profiter de l'état mental d'Ilnam pour gagner au jeu des billes, alors qu'ils étaient de bons amis à ce moment-là. Et plus tard, il a même accepté le fait que certaines personnes devraient mourir pour que le Squid Game puisse vraiment battre Shutdown, mais ces deux situations ont un point commun. Les deux décisions de Gi-hun étaient motivées par le désespoir, la première pour sa propre survie, et la seconde pour sauver le peu de personnes qu'il pouvait, car convaincre tous les participants d'arrêter le jeu était impossible. De plus, la décision de Gi-hun de retourner dans un endroit aussi horrible dans le but de sauver des centaines de vies innocentes et ignorantes venait d'une véritable conviction héroïque. Mais cela s'est fait au prix d'un véritable sacrifice. Il n'est pas parti aux États-Unis pour voir sa fille, passant plutôt 3 ans en Corée à essayer de retrouver les personnes derrière le Squid Game. Ce n'est pas tant le fait que Gi-hun ait donné la priorité à sauver ses vies, ce qui le rend d'ailleurs encore plus héroïque, mais c'est plutôt le fait qu'il ne se soit pas vraiment engagé à reconstruire sa relation avec sa fille. Même une seule semaine aux États-Unis pour rattraper le temps perdu aurait signifié énormément pour elle. Et il peut tout à fait se le permettre maintenant, ce qui rend d'autant plus frustrant le fait qu'il ait mis sa fille de côté. Nous devons considérer ces sentiments qui pourraient provenir d'une culpabilité d'avoir privilégié ses besoins aux siens par le passé, ou d'un désir de la protéger de sa vie dangereuse actuelle. Même ainsi, sa fille ne sera une enfant que pour un temps limité, et le fait qu'il n'aura probablement pas, ou très peu, de relation avec elle pendant cette période est vraiment triste. Nous espérons qu'ils pourront se réconcilier, mais pour l'instant, le point faible de la moralité de Ji-hun semble être son rôle de père. Mais il est encore loin d'atteindre les bas-fonds moraux de ses prochains personnages. Ces individus ont commis des actes assez répréhensibles pour questionner leur personnalité entière, sans pour autant les condamner complètement. Voici les actes terribles, mais pardonnables. Pour débuter, nous avons Seon-Nio, la nouvelle venue la moins aimée de la saison 2, dont l'acte le plus condamnable fut de maudire ses ex-alliés. Après avoir été exclu du groupe pendant un tour lors du jeu de socialisation, Seon-Nio décide que justice doit être rendue à ses coéquipiers traîtres qui ont commis le terrible crime de jouer selon les règles. Elle décide de les maudire dans l'espoir qu'ils meurent. D'un côté, c'est un acte plutôt inoffensif dans un sens objectif. Je ne pense pas que les paroles négatives de la chamane vont éliminer Yoonju et son groupe du jeu. Mais d'un autre côté, vu à quel point elle est délirante, on peut dire sans risque qu'elle avait vraiment l'intention de les faire tuer. Aussi absurde que cela puisse paraître,
C'est techniquement plusieurs tentatives de meurtre en une seule fois. Mais comme il ne s'est rien passé au final, elle pourrait simplement s'excuser et les autres seraient probablement d'accord pour passer l'éponge. Aussi grave que soit le fait de monter une sorte d'arnaque crypto, Myung-gi a quand même fait quelque chose de pire. Il a fait tuer Young-mi pour se sauver lui-même. Il faut admettre qu'il est difficile de rester objectif sur ce point, car Young-mi était vraiment un personnage adorable. Voir Sunja supplier son uni de l'aider était déchirant, il est donc facile de détester Myung-gi pour avoir signé son arrêt de mort. Mais en même temps, au-delà de l'amitié, il faut se rappeler que tout ce jeu est une lutte pour la survie. Le fait que Myung-gi ait tiré froidement Yunju dans la pièce l'a peut-être empêché de sauver Young-mi. Mais cela a aussi empêché Yunju elle-même, sans parler de tous les autres dans la pièce, de mourir. C'était une situation difficile et il n'en a tiré aucun plaisir, mais il a fait ce qu'il devait faire pour survivre, ce qui fait de ce meurtre l'un des plus pardonnables de la série. Quel niveau incroyablement bas nous avons aujourd'hui. Sae-byeok, un personnage apprécié de la saison, en a fait sa pire action en travaillant pour Deoksu. Nous n'avons pas vraiment beaucoup de détails sur la nature exacte de la relation entre Sae-byeok et Deoksu. Nous savons seulement qu'elle était impliquée avec Deoksu, une des employées de ce gangster brutal. Apparemment, elle est devenue indépendante à un moment donné, ce qui implique qu'elle a commis plus que sa part de crime, même sans l'implication de Deoksu. Elle vole et menace les gens si nécessaire, comme vu avec son intermédiaire dans la première saison. Je pense qu'on peut dire sans risque que Sae-byeok a probablement commis l'un des plus grands nombres de crimes parmi tous les personnages de cette liste. Mais comme la majorité des joueurs, tout ce qu'elle veut vraiment, c'est une vie meilleure et plus paisible pour elle et sa famille. Ayant grandi dans une Corée du Nord ravagée par la guerre, elle a été plongée dans une culture marquée par des effusions de sang constantes. Comparé à cela, la vie de gang devait probablement lui sembler une amélioration, surtout quand on considère que tout ce qu'elle voulait vraiment, c'était réunir sa famille sous un même toit. C'est noble, et il faut lui reconnaître d'être devenue une personne plus altruiste et bienveillante envers les autres au fil de la première saison. Mais étant donné la quantité de ses crimes, nous devons la classer un peu plus bas malgré ses progrès. Quiconque travaille avec quelqu'un comme Deoksu doit sûrement s'expliquer sérieusement. Après elle, il y a Noeul, dont le pire méfait a été de travailler comme employé dans le Squid Game. Noeul est une transfuge de Corée du Nord qui veut simplement retrouver sa fille et l'amener dans le sud pour vivre en paix. La noblesse de cette motivation rend d'autant plus regrettable que le chemin vers cet objectif soit si violent. Lorsqu'on l'a recrutée pour travailler au Squid Game, on lui a dit qu'elle soulagerait les souffrances de certains, sans préciser qu'il s'agissait de victimes désespérées de la pauvreté et de dettes extrêmes, et non de malades en phase terminale. Malgré les actes horribles commis par Noeul, en particulier les meurtres de masse, elle n'a pas vraiment le choix étant donné son implication profonde dans son rôle. On pourrait la voir réparer ses torts dans la saison 3, mais pour l'instant, on doit la placer assez bas vu le nombre impressionnant de personnes qu'elle a tuées. En surface, l'action de Young-sik semble plus raisonnable que celle des personnages précédents. Croyez-nous, mais le pire. Le pire, c'est qu'il a mis sa mère en danger à cause de ses dettes de jeu. Young-sik est loin d'être le seul personnage de la série à souffrir d'une addiction au jeu, mais sa dépendance est allée si loin que sa propre mère âgée s'est inquiétée au point d'entrer elle-même dans les jeux pour rembourser ses dettes. Par désespoir, il a aussi voté à un moment pour que les jeux continuent, car sa dette était encore pire qu'il ne le laissait entendre, au point qu'il risquait de se faire prélever plusieurs parties de son corps comme garantie. On ne peut lui reprocher de vouloir s'en sortir par tous les moyens. Mais en restant dans le Squid Game, il risquait de perdre des membres, sans parler de mettre en danger la vie de sa mère, ce qui est bas vu tout ce qu'elle a fait pour lui. Mais au moins, il semble déterminé à rester avec elle dans les jeux, quand c'est possible. La loyauté compte pour quelque chose, non? Eh bien, pas si vous demandez à Minsu. Sa pire action a été sa trahison envers Semi. D'accord, trahison est peut-être un mot un peu fort, mais c'est ce qui décrit le mieux à quel point Minzu a été horrible envers son seul ami dans tout le jeu. Nous avons déjà évoqué que Semi est un véritable ange, particulièrement en acceptant d'être l'unique amie et coéquipière de Minsu. Mais malgré le fait d'avoir été recrutée par Semi elle-même, Minsu a constamment profité de sa gentillesse. Lors du jeu de mélange, il a refusé son offre de rester ensemble et l'a plutôt trompé en lui volant sa place dans la pièce suivante avec Thanos et Namju. Pire encore, plus tard, il essaie de sauver la vie de Semi lorsqu'elle est attaquée par Namju en laissant tomber une bouteille près de lui. Nous ne condamnons pas Minsu pour son échec, mais pour ne pas avoir saisi l'occasion de se rapprocher discrètement de Namju, demander de l'aide ou agir. Il reste assis, laissant sa seule amie se faire tuer par l'un de ses harceleurs. Bien que son désir de survivre soit tout à fait compréhensible, sa volonté de sacrifier n'importe qui pour y parvenir fait de lui l'un des personnages les moins appréciés de la série. Aussi, pour ceux qui continuent à avoir pitié de lui, rappelez-vous, cet homme a 27 ans. Il a tout à fait le droit d'avoir peur, mais c'est un adulte responsable de sa propre lâcheté.
Dans le même ordre d'idées, le prochain est Deo, l'ancien marine dont la pire faute a été de ne pas apporter de munitions à son équipe. Nous avons été durs avec Daeo dans notre classement, et malgré sa sympathie, il est difficile d'ignorer son erreur colossale lors de la finale. Chargé de rapporter des munitions à ses alliés, Deo, frappé par un stress post-traumatique ou une crise de panique, n'a pas réussi à les livrer. Les problèmes de santé mentale et les traumatismes sont graves, donc nous n'en voulons pas à Deo, mais il était un marine fier de l'être. Lorsqu'il devait mettre en pratique son entraînement, il s'est figé, faisant perdre un temps précieux à ses amis, ce qui a contribué à la mort de certains d'entre eux. C'est l'un de ces actes qui pourrait finir bien plus haut ou plus bas dans la liste selon la suite de la série, mais pour l'instant, c'était l'une des erreurs les plus remarquables de la série jusqu'à présent. C'est douloureux de voir un homme si indubitablement bon sombrer à ce moment précis, car cela paraissait si authentique. Comme Minsu, beaucoup de gens paniqueraient, comme Deo dans la vraie vie par lâcheté. Bien que ce soit une grosse erreur, ce n'est pas quelque chose qu'il condamne définitivement. Que diriez-vous de quelque chose de plus fantaisiste maintenant ? Byung-ji, le médecin de la première saison, a commis l'acte le plus prévisible. Il a participé à un trafic d'organes. On peut comprendre la nécessité d'utiliser toutes ses compétences pour survivre dans un environnement comme celui du Squid Game, même si le trafic d'organes reste dégoûtant. Mais il y a des moments où ça va un peu trop loin, comme par exemple aider à pratiquer des opérations post-mortem sur les victimes pour rendre les ordures derrière le jeu encore plus riches. Et ce n'est même pas mentionné le fait que certains de ses participants n'étaient même pas encore morts, ce qui veut dire que Byung-ji était prêt à prolonger la souffrance des victimes de meurtre juste pour peut-être sauver sa propre peau. Il serait vu comme un super vilain si ce n'était pour sa situation désespérée. Woo-seok et Monsieur Kim sont nos prochains à entrer en duo, et leur pire méfait se résume à leur profession, travaillant comme gangsters et usuriers. Premièrement, quelqu'un a-t-il manqué le fait que Monsieur Kim est le même usurier qui a menacé Gi-hun dans le premier épisode de la saison 1 ? Oui, le voir coopérer avec Gi-hun après que ce dernier l'ait remboursé te fait vraiment voir ce type sous un autre jour, tout comme sa volonté de sacrifier sa vie pour que Woo-seok puisse revoir sa femme. Cependant, cela ne fait pas d'eux des citoyens exemplaires. Ils demeurent être des gangsters qui priorisent l'argent sur la vie humaine et sont prêts à commettre divers crimes si bien rémunérés. Ce ne sont pas des mauvaises personnes à proprement parler. Woo-su semble sur la voie choisie de la rédemption, mais on ne peut toujours pas le qualifier d'innocent étant donné que son métier, l'un des plus impitoyables qui soit, a fait du mal à de nombreuses personnes vulnérables au fil des années. Mais avec cela, nous arrivons à la catégorie des personnages qui ont commis des actes vraiment impardonnables. Ce genre de méfait vous garantit presque une place parmi les mauvais ou les méchants. Et dans Squid Game, beaucoup de personnes correspondent à cette description. Le premier personnage de cette catégorie est Thanos, dont la pire action a été de tuer plusieurs joueurs lors du jeu 1, 2, 3, Soleil. Ce moment du premier jeu a définitivement prouvé que Thanos était un méchant, sans l'ombre d'un doute. Après avoir été conseillé de se cacher derrière d'autres joueurs en file indienne pour survivre, Thanos a choisi de pousser plusieurs personnes devant lui. Pour aggraver les choses, il ne leur a même pas avoué que c'était une blague. Non seulement Thanos a tué plusieurs personnes littéralement sans aucune raison, mais en plus il l'a fait alors que cela ne pouvait que rendre le jeu plus difficile pour lui. C'est un tel niveau de folie que c'en est presque impressionnant, mais puisque Thanos est clairement sous l'emprise de drogue, nous ne le placerons pas plus bas que ceux qui ont commis plus de meurtres de sang-froid et qui l'ont fait avec un esprit plus lucide. Sur ce, passons au méchant de la première saison, Sang-woo. Ce type a commis de nombreux actes répréhensibles, mais nous avons choisi le meurtre de Kong Se-byok comme le plus impardonnable. Avec Ali et le gars qui pouvait distinguer les dalles dans le jeu des dalles de verre, même si nous ne pouvions pas justifier ce que Sang-woo leur a fait, nous pouvions au moins le défendre en disant qu'il faisait ce qui était nécessaire pour survivre. Dans le jeu des billes, c'était littéralement soit Sang-woo, soit Ali qui survivrait. Dans le jeu des dalles de verre, le temps s'écoulait si vite que le groupe n'aurait pas pu traverser sans l'accélération de Monsieur Vert. Mais ensuite, il y a Se-byok, une jeune femme et ancienne coéquipière de Sang-woo, qui ne voulait rien d'autre que réunir sa famille. À cause de l'explosion de verre totalement inutile à la fin du jeu, Se-byok était déjà grièvement blessé et avait perdu beaucoup de sang. Mais dans un moment de véritable bassesse et de lâcheté, Sang-woo a attendu que Gi-hun parte chercher de l'aide pour elle et l'a assassinée sans autre raison que de se faciliter la tâche dans le jeu. Pour Sang-woo, la survie était impossible si Ali restait en vie. Avec l'homme du verre, c'était envisageable, mais trop risqué. Mais avec Se-byok, il aurait pu concourir contre elle, mais il n'a même pas voulu donner à cette fille mourante la chance de se battre jusqu'au bout. Il était inévitable d'arriver au tristement célèbre Nam-gyu, dont le pire acte fut l'assassinat de Semi. Contrairement à Thanos qui contrôlait les gens par la manipulation et le charisme, Nam-gyu était un tyran ouvertement brutal. Il était l'un des plus avides et cruels de la compétition, mais même pour lui, poignarder Semi à mort atteignait un nouveau sommet de méchanceté. Cela n'allait pas aider Semi,
qui était, il faut l'admettre, l'un des concurrents les moins forts physiquement à ce stade de la compétition. En réalité, son alliance avec Semi nuirait à ses chances. Mais ce type rancunier et amer voulait affirmer sa domination maintenant que Thanos était parti, en tuant une fille innocente qui ne lui avait fait que quelques remarques sarcastiques. Mais même si on ne le voit pas vraiment tuer quelqu'un directement, on pourrait dire que Jong-dae a fait encore plus pour nuire aux chances de survie des autres. Son pire et presque unique acte était de rallier les gens pour continuer les jeux. Jong-dae est un homme puissant, mais c'est aussi l'un des hommes les plus endettés, voire le plus endetté de toute la compétition. Il use donc de ses talents de persuasion pour convaincre les autres que Ji-eun et ses alliés mentent sur les dangers des jeux, qu'ils sont les vrais méchants voulant garder le prix, retournant l'histoire de multiples façons pour justifier de laisser d'innombrables personnes mourir afin d'augmenter la cagnotte. La seule raison pour laquelle ce type n'est pas encore plus bas dans le classement, c'est qu'il a effectivement une dette sérieuse à rembourser, mais franchement, c'est le cas de tout le monde ici, mec. Le fait qu'il soit aussi ouvertement enthousiaste à l'idée de voir plus de gens mourir, juste pour pouvoir payer ses propres dettes, en dit long sur à quel point il est égoïste et insensible. Et puisque ces discours ont mené beaucoup de gens à leur perte, on est obligé de le placer presque tout en bas de notre classement. Parlant d'égoïsme et d'insensibilité, nous avons ensuite les personnages les plus dépravés de la série, les Very Important Persons, même s'ils ne sont pas tout à fait dans les 5 derniers. Leur pire acte est de regarder et parier sur les joueurs du Squid Game. Maintenant, cela pourrait être une place controversée pour eux, puisque, encore une fois, ils sont sans aucun doute les êtres humains les plus vils de la série. La manière dont ils voient les joueurs comme de simples jouets pour leur divertissement et profit montre que ces types sont allés trop loin. Vous avez tellement misé sur le numéro 69. Oh, c'est un si beau numéro 69. Oh, coquin, va. Il n'y a aucune douleur, torture ou agression directe qui les affecte, sauf si c'est contre eux, bien sûr. Ce ne sont que des riches prétentieux qui ne trouvent rien de mieux que de regarder des gens se faire anéantir horriblement. Alors pourquoi ont-ils un classement si élevé? C'est simple. Bien qu'ils prennent plaisir à sans doute la forme de divertissement la plus dépravée qui soit, ils ne font pas réellement ce qu'ils regardent. Hors écran, je serais étonné que ces types n'en aient pas de vrais squelettes dans leur placard. Un des individus a agressé un employé par ennui du carnage. Mais d'après ce que l'on voit, ces types ne sont pas du genre à faire directement des choses indicibles, plutôt du genre à faire ces choses par d'autres pour pouvoir prendre un plaisir malsain à regarder. Aussi horrible que soient les Very Important Persons, la seule chose pire serait de les encourager. Nous devons également mentionner le méchant surprise de la saison, le Capitaine Park. Ce type est compliqué, car ses motivations sont inconnues. On peut l'accuser d'homicide et probablement de complicité avec le chef. Le Capitaine Park semblait être un type bien lors de sa présentation cette saison. C'était le cas jusqu'à ce qu'on découvre qu'il sabotait les tentatives de l'équipe pour trouver l'île du Squid Game. Lorsqu'un coéquipier le surprend en train de manipuler un drone, il le jette par-dessus bord pour éviter les soupçons. Mais ne remarquerait-il pas l'absence d'un membre d'équipage? Il comptera probablement sur de bons vieux mensonges pour détourner les soupçons de lui autant que possible. Même si nous n'allons pas le placer plus bas, puisqu'il répond presque certainement à quelqu'un de plus puissant, nous devons condamner ses actions pour la simple raison qu'il empêche délibérément Junho de révéler les horreurs du Squid Game au monde, tout en jouant le rôle du sympathique pêcheur du quartier. Sur ce, passons à son probable supérieur, Ino, dont le pire méfait est d'organiser le Squid Game. Peut-être avons-nous été trop durs avec Ino dans notre classement du bien au mal. Il semble être un homme véritablement brisé, qui au minimum éprouve encore un certain attachement pour son frère, mais aucune justification ne saurait rendre acceptable sa décision de devenir le frontman. Ino a participé au Squid Game, donc il connaissait parfaitement les horreurs que cela impliquait, et pourtant il a quand même choisi de diriger le jeu lui-même, envoyant des centaines de personnes à leur perte. Il peut se sentir justifié puisqu'il avait raison en disant que les gens étaient là volontairement, mais cela ne l'excuse pas d'avoir aidé à organiser un jeu qui transforme des personnes vulnérables en chevaux de course, sauf que même les chevaux ne se font pas abattre après une seule défaite. Le pire dans tout ça, c'est que après avoir perdu son emploi pour avoir accepté un pot de vin afin de payer les soins médicaux de sa femme mourante, Ino sait mieux que quiconque ce que c'est que d'être exploité financièrement. Et pourtant, il continue d'aider d'autres personnes pauvres et vulnérables à tomber dans le même piège. Cependant, les personnes défavorisées recrutées pour les Jeux du Calmar ne sont pas toutes nécessairement attachantes. Notre médaille de bronze du mal revient à Deoksu. Eh bien, simplement pour être Deoksu. Ça paraît méchant de le dire comme ça, mais franchement, mec. Ce type est un gangster qui a tué de nombreuses personnes et qui a été montré en train de rire du malheur des autres, allant même jusqu'à se moquer de 69 qui s'est pendu à cause de la culpabilité qu'il ressentait après la mort de sa femme. 69. Deoksu est le genre de gars qui tuerait quelqu'un sur un coup de tête, juste pour un regard de travers.
Mais ce qui le rend encore pire, c'est le fait qu'il semble être totalement maître de lui-même. Deoxys ne semble jamais incapable de se contrôler. Il peut même se montrer rusé et calculateur. Chaque mauvaise action qu'il commet est donc probablement réfléchie et assumée. La médaille d'argent du mal revient à l'homme en costume, dont le pire acte a été de recruter d'innombrables personnes vulnérables pour les mener à leur mort. L'homme en costume a enfin été développé au début de la saison 2, et franchement, ce type était encore plus tordu qu'on aurait pu l'imaginer. Il a travaillé comme membre du personnel à Capuche Rose dans le Squid Game, exécutant les joueurs éliminés après avoir perdu à un jeu. Tout cela a atteint son paroxysme lorsqu'il a croisé son propre père, et le voir supplier pour sa vie n'a absolument rien changé. En réalité, cela l'a encouragé. Ne rien ressentir face à la peur dans les yeux de son père l'a rendu plus déterminé que jamais à continuer de tuer et à recruter des personnes vulnérables pour le Squid Game afin d'avoir toujours plus de victimes. L'homme en costume n'avait pas de dette scandaleuse à notre connaissance, ce qui le distingue déjà du personnel tordu derrière le Squid Game. Malgré le nombre effroyable de victimes de l'homme en costume, il est évident de savoir qui a commis l'acte le plus révoltant de l'histoire du Squid Game. Ce déshonneur revient à Il-nam, dont le pire acte a bien sûr été de fonder le Squid Game. Comme nous regrettons les 6 épisodes où Il-nam semblait être un vieux monsieur farfelu et gentil, atteint d'une tumeur au cerveau. C'est un bon garçon. En réalité, c'était bien un homme avec une tumeur au cerveau, mais il n'était ni farfelu ni gentil. En tant qu'ancien usurier, mec, c'est un thème très courant dans cette série. Il-nam avait beaucoup de clients riches qui se plaignaient de s'ennuyer. J'ai tout cet argent et je ne sais pas quoi en faire. Et j'ai faim. Qui est là? So-ho Il-nam, dans sa grande sagesse, a déclaré Hé, tu sais ce qui serait amusant? Et si on prenait 456? Oui, précisément ce nombre de personnes qu'on les manipulait pour qu'elles jouent à des jeux d'enfants pour de l'argent et ensuite on les tue si elles perdent. Ainsi fut gravée dans la pierre l'origine tordue du jeu du calmar. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'expliquer pourquoi cet acte est si horrible, alors je vais plutôt souligner l'ampleur du mal qui est exposé ici. Ji-eun était un concurrent lors de la 33e édition du jeu du calmar. C'était une compétition annuelle se déroulant depuis 1988, avec 2020 marquant la 33e édition. Puisque la saison 2 se déroule en 2024, cela signifie que Ji-eun participe actuellement à la 37e édition du jeu du calmar. Donc nous avons 36 jeux du calmar terminés jusqu'à présent. Selon nos informations, chaque compétition compte 456 joueurs. Même si quelques-uns ont pu choisir de ne pas y participer, cela reste une minorité. On peut donc supposer qu'environ 400 personnes sont mortes à chaque compétition. Si nous partons de ces statistiques, le jeu tordu de Il-nam est responsable de la mort de, tenez-vous bien, 14 000 personnes. Même si nous nous trompons, c'est probablement au moins 10 000 personnes. J'espère que tu t'es bien amusé, Il-nam. Feu rouge, feu vert. Le pont de verre, la roulette russe. Aujourd'hui, nous classons le destin des personnages de Squid Game du plus horrible au plus atroce. Notez que Squid Game est une série sanglante. Nous considérerons donc à la fois l'horreur des destins des personnages et s'ils le méritaient vraiment. Commençons par les personnages méritant un sort bien pire que celui reçu. Ils en sont sortis trop facilement. Bien qu'il soit tôt pour juger, nous devons signaler certains des survivants les moins méritants de la saison 2, à commencer par le joueur Sen, Im Jong-dae. Pour être au moins un peu compréhensif envers lui, ce gars-là a la plus grosse dette que nous ayons vue dans l'émission jusqu'à présent. Il doit 10 milliards de dollars à divers créanciers. Mais quelle que soit la raison, c'est l'un des joueurs les plus insensibles et inhumains de la série, dévalorisant ouvertement la vie humaine en exigeant que les jeux continuent jusqu'à ce qu'assez de personnes meurent pour qu'il puisse rembourser ses dettes. Cet homme est une ordure humaine et sa punition est inexistante. Absolument rien. Malgré sa manipulation constante des autres concurrents, les bousculades et son souhait ouvert que la plupart d'entre eux meurent, il n'a subi aucune conséquence pour ses actes jusqu'à présent. La saison 3 pourrait changer cela, mais jusqu'à présent, il s'en est sorti trop facilement comparé à ce qu'il méritait. Après lui vient le complice de Thanos, le joueur 124, Namgyu. Namgyu est à la fois plus cruel et plus sain d'esprit que Thanos, dont il est plus ou moins le complice tout au long de la saison. Il partageait le souhait de sang de poursuivre les jeux malgré les nombreuses vies humaines qu'il mettait en danger. Malgré cela, il ne subit pas vraiment de conséquences pour ses actes. Survivant car il n'a pas rejoint la révolte de Gi-eun contre le personnel dans l'épisode 7. Namgi a été classé avant-dernier car il a dû faire face à la mort récente de son ami. Cependant, la rapidité avec laquelle il s'est emparé de la drogue dans son collier suggère qu'il s'en sort plutôt bien. Quel sale type, franchement, nous devions mentionner le very important person au masque de panthère, qui n'est pas candidat. Les very important personnes étaient les personnages les plus horriblement dérangeants de la série, et ce type était le pire de tous. Il a ouvertement dévalorisé la vie des candidats, pris plaisir à leur souffrance, et est même allé jusqu'à agresser sexuellement les employés pendant l'émission. Cela lui a valu une bonne prise bien méritée à l'entrejambe. Je ne doute pas que cela ait été une expérience très douloureuse.
Mais vu qu'il prend plaisir à voir les autres traverser des épreuves bien pires, je pense qu'il lui reste encore beaucoup de coups à recevoir avant d'avoir ne serait-ce qu'effleuré la justice. Pour compléter cette catégorie nettement plus courte, il y a le vieil homme apparemment attachant, le joueur 1, Oh Il-nam. Sans l'épisode 9 de la saison 1, la mort de ce personnage aurait été la plus triste de la saison, selon nous. Mais ce qui semblait être un vieux monsieur innocent et gentil s'est révélé être un véritable monstre qui a envoyé sans aucun doute des milliers de personnes vulnérables et en difficulté à la mort. Tout ça parce qu'il s'ennuyait. Je ne pense même pas que Saul Goodman pourrait trouver un argument pour expliquer pourquoi la gymnastique mentale de ce type aurait du sens. Malgré toute la souffrance qu'il a causée, Oh Il-nam a pu passer ses derniers jours comme il le souhaitait, à jouer pour retrouver l'innocence de son enfance. Je ne dis pas que mourir lentement d'une tumeur au cerveau n'est pas une façon horrible de partir. Et si ça avait été n'importe qui d'autre que lui, on l'aurait mis beaucoup plus bas dans la liste. Mais vu tout le mal qu'il a fait, et à quel point ses dernières semaines de vie ont été luxueuses, on peut dire qu'il s'en est quand même tiré plutôt facilement. Malheureusement, c'est ainsi. Les pires personnes peuvent plus sembler les plus innocentes et échapper à une juste punition grâce à l'argent. D'autres personnages ont dû vivre avec les séquelles de leurs actes. Les classent dans la catégorie des personnages vivants mais traumatisés. Tout d'abord, le joueur numéro 125, Min-Soo. Bien qu'il ne soit pas un méchant, ni même vraiment un antagoniste, Min-Soo est clairement le personnage qui reçoit le plus de haine cette saison. Honnêtement, même si je ne le déteste pas, je comprends la haine à son égard. Il a trahi Semi, sa seule véritable amie dans les jeux, 2 fois, et la 2e fois, son inaction a causé sa mort. Mais avec un peu de sympathie, on voit qu'il a au moins tenté de distraire 124 en faisant tomber une bouteille près de lui, sans poursuivre ses efforts pour protéger ou aider Semi à le repousser. Je ne pense pas que Min-Soo soit une mauvaise personne, mais c'est un lâche égocentrique qui devra vivre avec la culpabilité à vie. Le gars a 27 ans ? Je pensais qu'il avait au plus 19 ans vu son apparence et son comportement, mais non, c'est juste un froussard. Mais ce n'est pas lui qui est irrécupérable, ce qu'on gardera en tête. D'un lâche à l'autre, le suivant est le joueur 388, Kong Deo. Cet ancien marine, un atout précieux pour la révolte de Ji-hoon dans l'épisode 7, a combattu courageusement aux côtés de ses amis, malgré sa peur. Cela jusqu'à ce qu'il perde courage et n'ose pas rendre les chargeurs remplis de munitions à ses alliés. Il est clair que Daeo traverse une crise de panique, voire un trouble de stress post-traumatique qui altère son discernement et requiert de la compassion. Si Min-Soo ressent de la culpabilité du survivant pour n'avoir pas sauvé Semi, j'imagine à peine ce que Daeo éprouverait en causant indirectement plusieurs décès. Qui a de l'expérience militaire ? Cependant, pour aborder le sujet qui fâche, beaucoup de fans ont supposé que 388 ment ou exagère fortement son implication et ses contributions dans l'armée. On ne peut pas prendre ça comme un fait établi, puisque vous savez, ce n'est pas encore confirmé, mais c'est certainement quelque chose à prendre en compte au minimum. Pour notre prochain personnage, nous devons parler du détective Hwang Jun-ho. Dans une cruelle ironie, Junho a passé la première saison à chercher son frère disparu depuis des années, pour finalement découvrir, après avoir enduré terreur, violence et horreur, que c'était son frère qui dirigeait les jeux tordus qu'il avait découverts. Le pire, c'est qu'après avoir été abattu à bout portant par son propre frère, Junho tenterait à nouveau de retrouver les jeux, sachant parfaitement que son frère était à la tête de tout ça, mais sans savoir qu'il était de mèche avec un traître qui sabotait activement sa recherche de Lee. Espérons que Junho réussira et obtiendra le respect qu'il mérite, mais pour l'instant, il affronte sans aucun doute l'une des épreuves les plus difficiles parmi les personnages encore en vie. Le joueur 456 Seong Gi-hoon est le prochain. En réalité, vous pouvez considérer ceci comme l'entrée parapluie pour à peu près tous ceux qui ont vécu le Squid Game et ont survécu pour raconter leur histoire. Ce qui n'est pas exactement beaucoup de monde, mais tout de même. Vous savez ce qui est pire que de voir directement la mort de 455 personnes, dont plusieurs étaient vos bons amis, et de vivre avec la culpabilité ? Imaginez rentrer chez vous et découvrir votre mère décédée dans son appartement. Cette même mère malade qui vous a poussé à participer au jeu initialement. Oui, celle-là. Sans parler d'essayer désespérément d'arrêter les jeux, de perdre votre meilleur ami dans le processus et d'être forcé de le voir mourir devant vous. Il a vécu plus de pertes en 2 périodes d'1 semaine que la plupart des gens n'en connaîtront dans toute leur vie. Et on peut dire sans risque que Gi-hoon ne sera plus jamais la même personne qu'avant. Un fait que le meilleur ami mentionné précédemment a même commenté directement. Le seul point positif de son destin était l'argent qu'il a gagné, qu'il a utilisé pour de nombreuses bonnes causes jusqu'à présent. Mais après tout ce temps, il n'a toujours pas pu revoir sa jeune fille, qui était une autre raison qui l'a poussé à participer au jeu. Ji-hoon survit, mais il ne s'épanouit pas. Espérons que la saison 3 changera cela pour lui. Il est temps de passer au sujet principal de la vidéo. Commençons par les morts instantanées, car il y en a beaucoup à évoquer. Pour ouvrir cette catégorie, il y a le joueur 324 de la saison 1. Vous vous souviendrez sûrement de lui comme le malheureux éliminé en premier pour ne pas avoir pris le jeu au sérieux.
Pour sa défense, il n'avait aucune raison de prendre un jeu de cours de récréation au sérieux, ce qui explique son classement si bas. Parfois, une piqûre chez le médecin fait moins mal quand on ne voit pas l'aiguille arriver. C'est ce à quoi cette mort ressemble. 324 ignorait le danger qu'il courait. En mourant, il croyait participer à un jeu idiot, pour réaliser ensuite que ce jeu n'avait rien d'idiot. Ensuite, nous avons la joueuse 396, Kangmina de la saison 2. Comme 324, elle ne pensait pas que les jeux étaient un réel danger pour elle ou pour les autres. Malgré les avertissements de Gi-hun sur la vraie nature du jeu, elle a refusé de le croire, comme la plupart des autres. Mais sans l'aide de Gi-hun, elle l'aurait découvert rapidement lorsque Thanos lui a dit qu'une abeille s'était posée sur elle, la faisant paniquer et devenir la première éliminée de la saison 2. La mort de Mina était aussi instantanée que celle de 324, mais plus douloureuse car elle aurait pu survivre sans cette abeille. Je pense que c'est le véritable cerveau derrière les jeux, mais passons. La dernière mort, celle du vendeur, a été visiblement instantanée. Tout d'abord, bon débarras. Ce type non seulement travaillait comme membre du personnel des Jeux du Calmar, mais il était fier de sa propre nature sans cœur, jouant souvent à des jeux avec quiconque tombait entre ses mains, ce qui finissait par leur mort. Jouer là avec Gi-hun aura été sa dernière erreur. Après avoir déversé ses traumatismes, il a proposé une partie de roulette russe, durant laquelle il a respecté les règles et s'est tiré une balle dans la tête. Étant donné qu'il est mort instantanément selon ses propres conditions, bien que sa mort fût satisfaisante, elle n'était pas aussi cruelle que celle subie par ses collègues année après année. C'est ici que les choses deviennent brutales, mais avant d'aborder les nombreux moments déchirants, parlons des personnages qui méritaient leur fin d'amour. Voici les morts atroces qui étaient méritées. Peu importe comment il est mort, on peut dire que tout ce qui a tué le joueur Santin, Jang Deok-su, était absolument mérité. Cet homme n'était rien de plus ou de moins qu'un psychopathe violent et sadique. Sa dernière erreur a été de refuser d'avancer dans le jeu des dalles de verre, forçant sa compagne Han Min-hyo à passer devant lui. Mais elle n'a jamais dit qu'elle n'emmènerait pas Jak-soo avec elle lorsque le couple est tombé vers la mort. Cette mort n'est pas plus bas dans le classement, bien que très satisfaisante pour l'une des parties, car elle fait partie des rares qui ne sont pas visiblement sanglantes à ce stade. Bien que nous ne voyions pas l'impact réel de la chute, nous avons au moins vu l'impact émotionnel de l'insulte de Min-hyo sur la petite bite, ce qui est mieux que rien. Ensuite, il y a un personnage que nous hésitions à classer, le joueur 218, Cho Sang-woo. On peut dire qu'il est le principal méchant de la première saison, et sans aucun doute son personnage le plus clivant. Sang-woo a été responsable du plus grand nombre de morts parmi les personnages principaux de la distribution. Enfin, du moins parmi les participants. En fin de compte, les participants autres qu'il nomme. Le fait est qu'il a tué de nombreuses personnes. Il y a eu sa trahison déchirante envers Ali, que l'on pourrait considérer comme un mal nécessaire, puis plus tard son meurtre de sang-froid de Sae-byok, qui était déjà mourante et que même ses plus grands défenseurs auraient du mal à justifier. Sang-woo finirait par perdre face à Gi-hun lors du fameux Squid Game, mais Gi-hun, étant un ange, lui a quand même proposé d'épargner sa vie, prêt à rentrer chez lui avec son vieil ami malgré tout ce qu'il avait fait. Mais Sang-woo, incapable de se pardonner ses propres actes, s'est poétiquement poignardé au même endroit dans le coup qu'il avait utilisé pour tuer Sae-byok, menant à une mort qui, bien que pas trop atroce, lui a laissé juste assez de temps pour supplier Ji-hun de prendre soin de sa mère âgée. Bien qu'il soit parti selon ses propres termes, sa mort reste l'une des plus sanglantes de la première saison. En parlant de sang, le gagnant du prix du personnage qui m'a le plus souvent forcé à détourner les yeux de l'écran est le joueur 111, Byung-gi. C'était le célèbre docteur de la première saison qui aidait le personnel à prélever des organes sur les joueurs mourants en échange d'informations sur les prochains jeux. Cet acte incroyablement dépravé a aggravé le stress de 111, engendrant culpabilité et privation de sommeil. Après une procédure particulièrement difficile, les gardes lui disaient qu'ils n'avaient aucune information sur le prochain jeu, ce qui poussait 111 à craquer et à menacer de tous les tuer s'ils ne trouvaient pas les informations qu'ils voulaient, ce qui, au final, ne menait à rien. Cela a conduit à ce que Byung-gi soit abattu par l'un des gars en rose et pendu comme une guirlande de Noël, probablement pas le résultat qu'il escomptait. Ensuite, il faut mentionner le bras droit inoubliable de Deok-su et le personnage préféré de tous, le joueur 278. Vous vous rappelez peut-être de lui comme celui qui a osé s'opposer à Deok-su lors du jeu des billes, refusant d'être son larbin. Le 278 était ravi de tuer son allié, mais quand Jokushu a gagné, il a fait un dernier revirement en s'enfuyant lâchement, perdant le peu de dignité qui lui restait. Pour te consoler, il ne t'en restait pas beaucoup, des 278, et pour la dernière des morts méritées, on ne peut pas oublier le joueur légendaire 230, Thanos. Qu'on l'apprécie ou non, Thanos était indéniablement un psychopathe narcissique absolu. Il est comme que se passerait-il si 324 était à la fois sadique et assez charismatique pour aller loin dans la compétition? Mais il a fait une erreur fatale en harcelant Min-soo dans les toilettes pour avoir voté l'arrêt des jeux. Cela a mené à une bagarre générale entre lui et 333, et alors que Thanos étranglait presque à mort son ennemi juré crypto-youtubeur,
Il a connu une fin lente et douloureuse lorsqu'une fourchette cuillère lui a été plantée dans la gorge, le laissant en vie assez longtemps pour répandre une mare de sang sur son assassin et même ramper après lui dans une vaine tentative de vengeance. Finalement, être soudainement réduit en poussière ne semble pas si terrible, n'essayez pas. Profitez donc de la satisfaction de cette dernière mort de méchant. Cette catégorie inclut les personnages morts, brutale et totalement imméritée. Ce sont des morts tragiques et atroces. Pour ouvrir cette catégorie, nous avons la joueuse 212 Han Minhyo. Sa mort a déjà été abordée puisqu'elle est décédée de la même manière que Joksu. La différence entre Totai, c'est qu'au lieu d'être éliminée en pleurnichant comme un bébé, Minhyo a eu le cran de s'agripper à son ancien amant et de servir d'encre pour l'entraîner avec elle dans les abysses de l'enfer, ou du moins jusqu'au sol. Bien que sa chute de cette hauteur aurait probablement été fatale et qu'elle ait choisi de mourir, Han Minhyo ne méritait pas une telle fin. Certes, elle était grossière, rancunière et un peu manipulatrice, mais elle était loin d'être mauvaise, et ici, elle a sacrifié sa vie pour éliminer la personne la plus répugnante de la compétition. Je ne prétends pas que Han Minhyo est une victime innocente des circonstances, mais je soutiens qu'elle a mérité sa page de héros sur le wiki pour une raison. Vas-y, ma grande. Parlant de morts tragiques survenues selon les conditions des victimes elles-mêmes, voici la joueuse 240, Ji-Young. La mort de la 240 fut l'une des plus belles et tragiques de la série. La première amie de Sae-byuk a pris la décision déchirante de perdre volontairement au jeu des billes, pour que son ami survive. Selon Ji-Young, contrairement à Sae-byuk qui avait une bonne raison de survivre au jeu, elle-même n'avait personne pour qui vivre. Sa mère a été tuée par son père, qui a ensuite été assassiné par sa fille. Cette dernière est devenue complice de nombreux autres meurtres et souffre d'un traumatisme irréversible. Au final, elle a pu s'ouvrir à quelqu'un sans craindre d'être jugée, parler de tous ses espoirs et ses rêves, et terminer sa vie en la remerciant d'avoir passé ses dernières heures avec elle. Bien que cette mort puisse être considérée comme instantanée, elle est trop triste pour ne pas être mentionnée. Bien que ce soit la mort la moins sanglante jusqu'à présent, il faut mentionner le décès de la mère de Gi-Hoon, Oh-man. Nous avons mentionné sa mort plus tôt, car sa lutte contre le diabète a été un facteur majeur dans la décision de Ji-Hoon de retourner au Squid Game, mais après tous ses efforts, Gi-Hoon est revenu pour trouver sa pauvre mère décédée dans la maison qu'ils partageaient, et honnêtement, cela prouve qu'une mort n'a pas besoin d'être sanglante pour être absolument brutale. Ji-Hoon s'est donné énormément de mal pour obtenir l'argent nécessaire au traitement de sa mère, mais son traumatisme et sa souffrance semblent vains puisqu'elle n'a pas survécu à la semaine. Son diabète était si grave que les médecins envisageaient une amputation du pied, donc sa mort n'a probablement pas été rapide et indolore malheureusement. Le décès le plus récent est celui du joueur 390 Park Jung-bae. Ce personnage d'abord oubliable dans la saison 1 est devenu l'un des meilleurs de la saison 2, ce qui l'a mené loin. Il a traversé toutes les épreuves et tribulations du jeu du calmar, même si, il faut l'admettre, il a reçu beaucoup d'aide d'un allié expérimenté et il s'est finalement fait abattre juste au moment où il allait prendre d'assaut le quartier général comme un dur à cuire avec son pote. Bien que la mort de Jung-bae ait été assez rapide, abattu à bout portant en plein cœur, son regard de désespoir rend vraiment la scène bouleversante. Et les cris d'angoisse de Gi-Hoon ne rendent pas les choses plus faciles à supporter. Malgré son rôle mineur cette saison, il faut mentionner le joueur 2,6 Gyeong-sok. Il a rejoint le jeu pour une raison des plus admirables, il était prêt à tout pour payer les traitements nécessaires pour lutter contre le cancer du sang rare de sa fille. Malgré la protection secrète de Kang No-eul qui appréciait sa fille, cela n'a pas suffi à le sauver de son destin. Il a été abattu à bout, portant par un garde insensible, ignorant sa situation et celle de sa fille. L'amour pousse les gens à prendre des risques. Et dans ce cas, l'amour de Young Seok pour sa petite fille lui a coûté la vie, et plus tragiquement encore, cela a coûté à cette petite fille son père. Vous sentez-vous déjà ému? Eh bien, ne gaspillez pas tous vos mouchoirs, moi je le fais. Le joueur 199, Abdulali, est le prochain. Squid Game est rempli de trahisons, mais celle-ci a été de loin la plus douloureuse. Ali était un homme dévoué envers ses proches, ne participant au jeu que pour subvenir aux besoins de sa famille. Étant donné le lien qu'ils avaient tissé à ce stade, il avait toutes les raisons de croire que Sang-woo était sincère dans sa volonté de s'assurer qu'ils s'en sortent tous les deux vivants, pour finalement se retrouver victime d'une sale ruse qui lui a coûté la vie. L'expression de trahison et de résignation sur le visage d'Ali est déchirante. Bien que Squid Game soit une série brutale, ils nous ont épargné la vision de cette scène, ne montrant que la culpabilité refoulée de Sang-woo. Cette mort compense en chagrin pur, surtout en pensant que sa famille ne saura probablement jamais ce qui lui est arrivé. 6 morts supplémentaires restent à évoquer, un chiffre révélateur de l'intensité de la saison 2. Joueuse 95, Young-mi. Proche amie de Yeonju, au point de l'appeler Eoni, Young-mi était connue pour être une vraie crème qui, comme toute personne raisonnable, voulait juste sortir d'ici au plus vite. L'anxiété visible de Young-mi face à sa situation a rendu sa mort encore plus douloureuse.
Elle a presque survécu jusqu'à ce que 333 la remplace dans la pièce après une séparation accidentelle du groupe. Cela a mené à une mort déchirante, ses supplications réduites au silence par un coup de feu, éteignant la vie dans ses yeux. Oui, et nous ne sommes même pas encore dans le top 5. Entrons dans le top 5. Évoquons la première victime de la saison, Monsieur Kim. Même en dehors de l'arène principale du jeu du calmar, certains hauts placés jouent à des jeux mortels avec des victimes malchanceuses. L'homme en costume capture Monsieur Kim et Woo Seok qui le suivaient et les force à jouer à pierre-papier-ciseaux -1, le perdant devant jouer à la roulette russe. Maintenant, Squid Game est une série remplie de violence, de meurtres et parfois même de torture pure et simple. Alors vous comprenez à quel point c'est sérieux quand je dis que c'était la représentation la plus féroce de la peur brute et pure de toute la série jusqu'à présent. Les deux attachés à des chaises, bâillonnés, hurlant, transpirant et pleurant. Quand l'homme en costume s'ennuie, il inverse les chances en mettant 5 balles dans le revolver au lieu d'une. Tout cela a culminé avec un Monsieur Kim, terrifié, sacrifiant sa vie pour que Woo Seok puisse continuer à vivre, menant à une mort glaçante pour lancer une saison qui en sera remplie. Le numéro 444 se classe juste en dehors de notre top 3. Si vous ne vous en souvenez pas, ceci vous rafraîchira peut-être la mémoire. Vous vous rappelez de la scène marquante dans 1, 2, 3. Soleil où Gi-hun et Yoon-ju ont porté secours à un joueur blessé à la jambe alors qu'il ne restait que 30 secondes. Oui, c'était bien le numéro 444. Cette série adore vraiment vous donner de l'espoir juste pour le briser aussitôt, c'est pas vrai? Après avoir franchi la ligne d'arrivée de justesse pour sauver leur futur allié, Gi-hun et Yoon-ju ont célébré, mais le numéro 444 s'est quand même fait tirer dessus pour avoir perdu. Le personnel semble détester la triche plus qu'il ne valorise l'humanité, n'est-ce pas, Satyepa? La médaille de bronze de la brutalité est décernée pour la mort sanglante et dévastatrice de la joueuse 380 Semi. Semi est un personnage qui privilégie la qualité plutôt que la quantité de temps à l'écran. Même si elle n'a pas eu beaucoup de temps à l'écran, chaque seconde où elle y était, elle était vraiment géniale. Min-soo était devenue une véritable amie pour elle qu'il avait prise sous son aile simplement parce qu'elle lui faisait confiance. Malgré que Min-soo l'ait abandonnée lors du jeu de socialisation, elle était disposée à lui accorder une seconde chance lorsqu'il a voté pour arrêter les jeux après ce tour. Malheureusement, Min-soo allait gâcher cela. Voyant Semi combattre à mort 124, il a désespérément tenté d'intervenir en laissant tomber une bouteille en verre sur son agresseur. Mais en vain. Eh bien, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Il a abandonné malgré sa peur compréhensible. Voir son seul ami poignardé à mort de manière si violente était à la fois révoltant et déchirant, surtout avec le gros plan sur son cadavre après les faits. Mec, il va vraiment falloir que je choisisse mes personnages préférés avec plus de soin. C'est une leçon que nous aurions tous dû apprendre grâce à notre médaillé d'argent de la brutalité Kang Sae-byok. Même en ignorant sa vie difficile avant le jeu, étant une transfuge nord-coréenne tentant de réunir sa famille au sud, sa mort demeure une tragédie même comparée à celle de ses camarades. Après toute une saison de douleur, de traumatisme, de chagrin et de survie à travers le sang, la sueur et les larmes, Sae-byok a atteint l'avant-dernière épreuve mais pas avant d'avoir été poignardé par un éclat de verre à cause du pont de dalle de verre explosif, ce qui était évidemment totalement nécessaire de la part du concepteur, bien sûr. Elle a perdu beaucoup de sang dans cet accident, se soignant à peine pour rester en vie. Ce n'est que quand Gi-hun lui a demandé si elle allait bien qu'elle a pu recevoir des soins médicaux. Malheureusement, Gi-hun a laissé seule une fille condamnée pour chercher de l'aide, et Sang-woo en a profité pour la tuer. En réalité, Sae-byok coche toutes les cases des morts les plus tragiques de la liste. Désespérée de subvenir aux besoins de ses proches, elle est devenue plus compatissante grâce à son expérience dans les jeux, se faisant même de vrais amis. Pire que son sort, elle n'est même pas morte suite à un jeu perdu ou autre. Elle a survécu à tout, de la bagarre de minuit au tir à la corde, jusqu'à l'épreuve précédente des dalles de verre, pour finalement mourir à cause d'un acte d'égoïsme froid alors qu'elle était au plus vulnérable. Il est ardu d'envisager une conclusion plus bouleversante à son récit. Sincèrement, aucun trépas ne saurait surpasser le sien. Cependant, ils sont nombreux. La femme de la brutalité revient aux victimes du trafic d'organes. Si vous vous souvenez de notre ami mentionné plus tôt, le joueur 111, il y avait un petit trafic parallèle qui se déroulait sous le jeu du calmar, déjà douteux. Le trafic d'organes. Des organes? Certains joueurs malchanceux ont survécu après avoir été abattus lors de leur élimination, et ces prédateurs en rose ne comptent pas abréger leur souffrance par humanité. Non, ils doivent en tirer profit, mon pote. Alors, avec une croix dessinée avec du sang, ils les envoient pour qu'on leur prélève les organes. Waouh, tu es l'un des enfants les plus en bonne santé que j'ai jamais vu, avec tant d'organes! Selon les dires de certains gardes, il était fréquent que les victimes soient conscientes pendant l'opération, voire qu'elles se réveillent en plein milieu de l'horreur. Bien qu'aucun personnage nommé ne soit impliqué, veuillez prendre un moment pour y réfléchir.
Ces joueurs ont été presque tués par les gardiens roses, ne restant en vie que juste assez pour regarder pendant qu'ils étaient placés dans des cercueils et envoyés vers leur destin funeste. Ou du moins sans qu'est-ce qu'ils pensaient. En réalité, ils étaient envoyés sur une table d'opération où, trop faibles pour se défendre, ils subissaient l'horreur de se faire ouvrir et arracher les organes avant de mourir dans d'atroces souffrances pour les plus chanceux. Soudain, l'histoire de l'incinérateur semble moins terrible, non? Quelle série! Classons les personnages de Squid Game du plus vertueux au plus maléfique. Comme d'habitude, nous commencerons par le personnage au cœur le plus pur, puis descendrons jusqu'au plus maléfique. Ces personnages sont les bons. Et cela pourrait être un peu controversé, mais nous avons décidé que personne ne mérite la médaille d'or du bien. Et plus encore que le héros lui-même, Seong Gi-hun, le joueur 456. Ce mec est une vraie légende. Et ne vous méprenez pas, il a plus que sa part de défauts. Il a clairement un problème de jeu, ce qui l'a conduit à s'endetter au départ et finalement à se retrouver dans le Squid Game. Cela l'a aussi amené à avoir du mal à rester proche de sa fille, qui vit maintenant aux États-Unis avec son beau-père et l'ex-femme de Gi-hun. Mais malgré tous ses fardeaux, il a toujours été un homme bon, qui faisait preuve de compassion et prenait soin des autres, que ce soit en nourrissant un chat errant ou en veillant sur le petit frère de son coéquipier décédé. Il était un véritable altruiste, jusqu'au bout. Ce qui fait de lui notre personnage le plus vertueux, c'est que malgré tout ce qu'il a traversé dans le Squid Game, il est quand même retourné pour retrouver les cerveaux derrière tout ça et mettre fin à tout cela une bonne fois pour toutes. Peu importe l'image que cela donnait de lui, ou le danger que cela représentait, il s'est consacré à protéger ses camarades de jeu autant que possible, allant même jusqu'à retourner sauver un joueur mourant lors du premier jeu alors qu'il ne restait que 30 secondes au chronomètre. Mais Ali, candidate de la première saison et joueur 199, décroche de près la médaille d'argent de la bonté. Il est poétique que Ji-hun soit retourné sauver quelqu'un pendant le jeu 1, 2, 3 Soleil dans la deuxième saison, car c'est ce qui lui a permis de survivre lui-même. En tant que père de famille travailleur et sous-estimé, Ali a mis sa force au service du bien tout au long du jeu. Dès le début, il a sauvé Ji-hun pendant 1, 2, 3 Soleil, l'empêchant de perdre sa position avec un seul bras. C'était un homme gentil et digne de confiance, déterminé à survivre pour sa famille sans nuire à autrui, ce qui a malheureusement mené à sa perte lors du jeu des billes. Dans un sens très littéral, le seul défaut d'Ali était d'être tout simplement trop bon. La seule chose qu'il voulait, c'était ce qu'il y avait de mieux pour ses amis et sa famille. Eh bien, cela est que son patron le paie réellement pour son travail. Bien qu'il ait joué un rôle dans l'écrasement de la main de son patron, tant que celle-ci ne signe pas de chèque de paie, il devra considérer cela comme une leçon apprise. La médaille de bronze de la bonté est décernée à Hyunju, nouvelle concurrente et joueuse numéro 120. C'est une femme transgenre gentille qui, tout comme Ali, utilise sa force pour aider les autres du mieux qu'elle peut. Lors d'un 2, 3 Soleil, elle aide Ji-hun à sauver la joueuse 444, prouvant qu'elle est prête à risquer sa vie pour autrui. Étant une ancienne membre de l'armée, elle est également capable d'aider énormément lors de la révolte dans l'épisode 7, protégeant ses alliés et éliminant de nombreux gardes qui avaient bien l'intention de les tuer. Son personnage est excellent malgré ses défauts. Après le pentathlon, malgré le fait qu'elle savait à quel point Young il était terrifié à l'idée de continuer, elle vote pour poursuivre les jeux, même s'il s'était rapproché lors de cette épreuve. Revenons à Junho, le policier infiltré dans les Squid Games pour retrouver son frère. De la même manière que Gi-hun, il a vécu la majorité de la terreur des Squid Games en personne, et on peut fortement soutenir que la police n'aurait jamais entendu parler des Squid Games sans lui, même s'ils ne le croient pas vraiment. Maintenant, pour être totalement honnête, j'étais un peu sous l'impression qu'il était mort dans la première saison, donc quand il est apparu dans le tout premier épisode de la saison 2, ayant été sauvé par le très fiable et pas du tout traître Capitaine Park, c'était une agréable surprise. À partir de là, il sollicite l'aide de tous les alliés qu'il peut trouver pour localiser l'île où se déroule le jeu et pour sauver Ji-hun et les autres qui s'y trouvent. Il est indéniable que Junho est un homme héroïque, mais nous devons lui retirer quelques points du fait qu'il ne révèle pas l'identité du chef de jeu, à savoir In-ho. Ses sentiments contradictoires sont compréhensibles, mais ce type t'a quand même tiré dessus. Cela ne remet pas en question son caractère, mais c'est suffisant pour le garder hors de notre top 3. Kim Young-mi, joueuse 095, l'une des plus innocentes de la saison 2, arrive ensuite. Nous avons peu d'informations sur son passé comparé à d'autres nouveaux venus. Tout ce que nous savons, c'est que c'est une fille douce et timide qui a peut-être la réaction la plus raisonnable et réaliste face à tous ces jeux.
Une terreur pure et simple. Elle n'a pas vraiment beaucoup de personnalité à part être timide et gentille. Mais c'était vraiment un amour, et l'une de celles pour qui nous espérions qu'elle atteigne la saison 3. Oui, rappelle-nous de ne pas refaire ça. Ensuite, c'est Kim Jun-hee, joueuse 222. Il faut plaindre cette fille enceinte, abandonnée depuis 6 mois par le père, qui se retrouve dans une arène de jeux mortels pour enfants pour rembourser ses dettes. C'est déjà assez dur, mais elle a un secret encore plus sombre à cacher. Elle est sortie avec un YouTuber crypto qui a involontairement escroqué son public, ce qui a fait de lui la cible de harcèlement et même de menaces de mort. Rompre avec lui était tout à fait compréhensible. C'est pourquoi il faut vraiment saluer le fait qu'elle ait continué à veiller sur lui d'une certaine manière tout au long du jeu, allant même jusqu'à le prévenir de se cacher avant l'attaque de minuit dans l'épisode 7. Un petit mot sur Kyung Seok, le joueur 246. Ce gars-là a l'une des raisons les plus admirables d'avoir rejoint le Squid Game parmi tous les autres, car il doit payer un traitement coûteux pour sa petite fille atteinte d'un cancer. En plus d'être un excellent père, prêt à risquer sa vie pour sa fille, il traite les autres concurrents avec respect et gentillesse. Pendant le jeu de la mêlée, Youngju et Youngmi ont survécu grâce à lui, du moins, l'un des deux a survécu. Si nous avions encore foi en l'humanité de ses gardes, elle a été complètement détruite au moment où ils ont tiré sur cet homme alors qu'il suppliait pour sa vie à cause de l'état de sa fille. Et puisqu'on parle de mort dévastatrice, parlons de Ji Young, la joueuse 240 de la première saison. Elle paraissait un peu distante au début, n'hésitant pas à se moquer ouvertement des autres joueurs qu'elle n'approuve pas, comme le pasteur. Cependant, étant donné son passé, ce cynisme est parfaitement compréhensible. Elle a vu son père, lui-même pasteur, assassiner sa mère et supplier Dieu de lui pardonner, ce qui a tellement mis Young en colère qu'elle lui a ôté la vie sur le champ. N'ayant nulle part où aller après sa sortie de prison, elle est venue au jeu parce que, eh bien pourquoi pas, non? Au final, elle a été la première à pousser Sae-byuk à s'ouvrir sur son traumatisme et est restée fidèle à sa promesse de tout faire pour qu'elle gagne. Ce qui signifiait tout simplement perdre exprès au jeu des billes et sacrifier sa vie pour qu'elle puisse continuer à vivre. Parlons de la mère de Ji-hyun dans la première saison, la raison pour laquelle il a rejoint le Squid Game initialement. Lorsqu'elle a refusé de payer son propre traitement contre le diabète parce qu'elle avait déjà du mal à payer le sien dans l'appartement de Ji-hyun, Ji-hyun a pris les choses en main et est parti gagner l'argent du prix, mais cela s'est tragiquement avéré inutile, car sa mère est morte pendant la semaine de Ji-hyun au Squid Game. Malgré son attitude souvent froide et ses reproches constants, il était évident qu'elle aimait sincèrement son fils, étant celle qui l'encourageait à se prendre en main et à trouver un moyen de garder sa fille en Corée pour qu'il ne perde pas sa relation avec elle. Ensuite vient Jeomja, la joueuse 149. Cette femme a rejoint les jeux pour rembourser les dettes de son fils adulte, ce qui montre que, s'il y a bien une chose, c'est qu'elle est une mère trop dévouée. Bien qu'elle soit raisonnablement terrifiée, elle a prouvé qu'elle était l'une des personnes les plus décentes des jeux, devenant une figure maternelle pour Jun-hee et Yeonju, acceptant peu à peu l'identité de cette dernière et étant l'une des rares sources de réconfort et d'attention pour la première dans l'une des périodes les plus difficiles de toute sa vie. Je suppose que le pire qu'on puisse dire d'elle, c'est qu'elle manque parfois de tact, mais au fond, c'est simplement une femme très attentionnée qui n'a pas vraiment de filtre. La prochaine place revient à Young Bae, joueur 390. Vous vous souvenez peut-être de lui comme l'ami de Gi-hun au début de la première saison. Mais si vous êtes comme nous, vous avez carrément oublié qu'il existait. Mais ne vous inquiétez pas, car il va vous le rappeler en étant l'un des meilleurs joueurs de cette saison, toujours là pour ses amis quand ils ont besoin de parler, ou même pour aider à prendre d'assaut le quartier général des Jeux du Calmar dans son ensemble. Le type d'ami qui t'oblige à manger si tu ne te nourris pas bien. Et c'est ce genre de choses qui a rendu sa disparition à la fin encore plus dévastatrice. Bien sûr, on a découvert que ce gars-là était celui qui avait initié Ji-hyun au pari hippique au départ, mais honnêtement, il s'est largement racheté à la fin. Pour compléter notre section des bons, il y a Semi, la joueuse 380. C'est une fille relativement normale qui s'allie avec les personnes qu'elle pense lui donneront la meilleure chance de gagner, que ce soit grâce à leur fiabilité ou à leur malléabilité. Elle rejoint Thanos et l'ami de Thanos. Allez, comme si tu te souciais de son nom parce qu'ils étaient stupides et donc plus faciles à gérer. Ce qui montre qu'elle a un côté un peu manipulateur, mais elle est aussi étonnamment gentille. Elle a été la première à se lier d'amitié avec Min-soo et à veiller sur lui tout au long des jeux, agissant comme un soutien constant malgré sa lâcheté totale. Sérieusement, ce type est un vrai froussard, et elle l'empêche même d'être corrompu par leurs autres coéquipiers. Elle voulait juste quelqu'un de confiance pour s'entraider, mais elle n'a pas choisi la bonne personne. Et franchement, Squid Game a vraiment l'art de présenter les personnes les plus cool et les plus terre-à-terre, de leur donner 5 minutes pour briller, puis de les faire tuer injustement.
Cependant, nous entrons à présent dans une zone moralement plus neutre. Ce sont les personnages qui ont un peu plus de sang et de saleté sur les mains. C'est la zone grise, et le premier joueur de cette catégorie est bien connu. Kang Se-byuk, joueuse 067, est l'un des personnages les plus emblématiques de toute la série, et pour de bonnes raisons. Une transfuge nord-coréenne a grandi dans un territoire marqué par la guerre, la violence et la peur. Après s'être enfuie avec son petit frère, elle s'est dévouée à gagner suffisamment d'argent pour obtenir sa garde et faire venir sa mère dans le sud. Bien qu'elle ait certainement l'une des raisons les plus légitimes de participer au jeu, elle reste l'une des joueuses les plus impitoyables, et cela s'appliquait déjà à sa vie avant le jeu. Elle est prête à menacer les gens avec des couteaux ou du café brûlant, selon ce qui est le plus pratique. Elle a un casier judiciaire bien rempli, avec Yuk-soo qui, on peut le supposer, inclut des choses assez horribles, et elle n'hésite pas à voler de l'argent quand c'est nécessaire. Ce qui, comme nous l'avons vu avec Ji-hyun, peut parfois nuire à d'autres personnes en difficulté financière. Mais rien de ce qu'elle fait n'est par méchanceté. Elle veut sincèrement juste survivre et offrir une vie meilleure à sa famille, après avoir vécu toute sa vie dans la guerre et la pauvreté. C'est aussi elle qui a aidé Ji-hyun à se souvenir du bon ordre pour sauter sur les dalles dans le jeu des dalles de verre, et celle qui l'a empêché de tuer Sang-woo juste après. Ensuite vient Park Young-sik, le joueur numéro 7. Ce type est le fils de 149, une légende qui a mis sa famille dans de graves difficultés financières à cause de son addiction au jeu, le poussant à participer au Squid Game. Les pertes financières étaient si graves qu'elles ont poussé non seulement lui, mais aussi sa mère âgée à s'impliquer. Ce type est peut-être le plus irresponsable des adultes, visiblement mûr de la saison, donc on doit lui remettre la médaille du pêcheur Darwin. Même ainsi, il a ses bonnes qualités, comme rester aux côtés de sa mère quoi qu'il arrive pendant la compétition. Bien que séparé d'elle involontairement lors d'un jeu de rencontre, il aurait dû se battre davantage pour l'éviter. Il a cependant veillé ensuite à la garder à ses côtés pour qu'ils restent ensemble. De plus, il a insisté pour qu'elle marche derrière lui pendant le jeu du feu rouge, feu vert. Cependant, nous devons le pénaliser pour avoir voté pour continuer les jeux, mettant ainsi la vie de sa mère en péril. Mais comme sa dette était bien plus grave qu'il ne le laissait paraître, nous allons lui accorder un peu de marge de manœuvre. Mais honnêtement, pas beaucoup. Pour notre prochain jeu, nous avons la compétition suprême de maladresse, où vous affronterez Min-soo, joueur 125. Je croyais vraiment en toi, mec. Tu avais tout pour être un personnage outsider attachant. Malgré son manque de confiance et sa carrure frêle, il a été pris sous l'aile de Simi et finalement accueilli dans l'équipe de Thanos, pour finir par se faire facilement bousculer. Malheureusement, cet homme s'est avéré être un immense lâche. Et laissez-moi commencer par dire que nous ne détestons pas Min-soo pour ce qu'il a fait, mais bon, on l'aime quand même beaucoup moins. Pendant le jeu de rencontre, il a fait l'erreur non seulement de refuser une occasion de tenir la main de Sami, mais aussi de la sacrifier et de rejoindre ses harceleurs. Il regagne un peu de respect après avoir décidé de voter pour mettre fin au jeu malgré la pression de Thanos et 124, mais même après une attaque surprise où il a laissé tomber une bouteille en verre près de 124, à ce moment-là j'étais certain qu'il allait intervenir pour sauver la seule personne qu'il avait traitée avec respect et compassion pendant tout le jeu. Non, il se dégonfle. J'ai presque cru qu'on devrait créer une nouvelle médaille du pêcheur juste pour lui. La médaille du lâche. Ensuite, nous avons Kang Dae-ho, joueur 388. Ancien Marine, il a rejoint l'équipe de Ji-hyun par admiration pour lui, et il s'est tout de suite lié d'amitié avec Jung-bae grâce à leur expérience militaire commune. Dans l'ensemble, il est amical et bienveillant, toujours prêt à encourager ceux qui en ont besoin. Malgré sa peur intense, il risquerait sa vie pendant la révolte finale pour rapporter plus de munitions à ses alliés. Mais dans ce qui semblait être une crise de panique ou un épisode de stress post-traumatique, il a fini par fuir et se cacher avec les munitions. On va lui accorder un peu d'indulgence parce qu'il semble souffrir de stress post-traumatique, mais quand même mec, tu t'es vraiment planté cette fois-ci. Ensuite, c'est Lee Myung-gi, joueur 333. Cet ancien youtubeur crypto est l'ex-petit ami et père de l'enfant de Jun-hee mentionné précédemment, dont les mauvais conseils ont causé une perte de 15,2 milliards de dollars quand une pièce qu'il a recommandée s'est révélée être une arnaque. Bien qu'il ne soit pas un citoyen modèle, il a tout de même un certain sens de la décence. Pour commencer, il éprouve un véritable remords d'avoir gâché sa relation avec 222 et présente sincèrement ses excuses. Et même s'il l'a ignorée pendant 6 mois, c'était au moins en partie pour la protéger d'être associée à une célébrité désormais controversée. Il a défendu Min-soo lors de la bagarre dans les toilettes à l'épisode 6 et a vaincu Thanos, sauvant le multivers d'un claquement de doigts. Et honnêtement, si ça ne tenait qu'à moi, je lui donnerais la médaille d'or de la bonté rien que pour avoir éliminé ce crétin aux cheveux roses. Choi Woo-seok, un autre personnage que nous souhaitons classer plus haut, est un gangster au cœur d'or, ou peut-être d'argent.
Au moins du bronze, quelle que soit la médaille, ce type a une conscience assez bonne pour un criminel organisé. Il aide Ji-hun à retrouver le vendeur au début de la saison 2, puis rejoint Jun-ho dans la recherche de l'île du Squid Game pour venger son patron. On aimerait le classer plus haut, mais on ne sait pas vraiment ce qu'il vaut en dehors de sa recherche de l'emplacement du Squid Game. Et étant donné que c'est un gangster qui travaille avec des usuriers dangereux, ça nous laisse clairement perplexes. Malgré tout, c'est un type bien qui se préoccupe de ses amis, ce qui lui évite de chuter davantage au classement. Monsieur Kim se retrouve juste en dessous de son vieil ami. Dans le jeu Pierre-Feuille-Ciseaux -1, incroyablement intense, que l'homme en costume force lui et son ami à jouer, Monsieur Kim avait une occasion flagrante de gagner. Et son ami a accidentellement lancé 2 pierres en même temps. Malgré cela, il a intentionnellement refusé de retirer une de ses mains, sacrifiant sa propre vie pour que son ami puisse revoir sa femme. Nous devons le classer un peu plus bas uniquement parce que Monsieur Kim est un gangster de plus haut rang, ce qui signifie qu'il a presque certainement plus de sang sur les mains, mais pour un usurier motivé par la cupidité, il est sans doute l'un des personnages les plus raisonnables de la série. Nous approchons maintenant de la fin de la zone grise. Il est donc temps de parler de la fille qui excellait en tout, sauf dans les domaines où elle ne l'était pas. Anne Mignot, joueuse 212, était franchement iconique. Certes, elle était grossière et malhonnête, mais pas totalement mauvaise. C'était une femme qui tentait de survivre avec 2 compétences particulières, l'incendie criminel et le sexe. Alors, nous lui décernons la médaille de pécheresse de la luxure pour son utilisation de la sexualité afin de manipuler les autres à rejoindre son équipe avec un succès limité. Elle utilise son intelligence pour se lier d'amitié avec de puissants alliés auxquels elle reste loyale. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'il la trahisse. Une fois que son amant temporaire, Deok-soo, l'a trahi, elle tient sa promesse de le tuer plus tard en l'entraînant avec elle lors de l'épreuve des dalles de verre. Cela a peut-être été motivé par la haine et la vengeance, mais en l'entraînant avec elle, elle a indirectement sauvé la vie de Ji-yeon, Sang-woo et Sae-byok. Ajoutez à cela le fait qu'elle ne semble vraiment pas vouloir faire du mal intentionnellement à qui que ce soit ou à quelqu'un d'autre. Et vous avez une fille qui n'est ni héroïque ni méchante. Passons maintenant à un personnage à la moralité bien plus complexe, Kang No-eul. Cette ancienne soldate nord-coréenne a été qualifiée de traîtresse lorsqu'elle a pris la décision tout à fait raisonnable de faire défection vers le sud. En plus des défis que cela implique, elle cherche désespérément sa fille, restée au nord, ce qui lui a donné une certaine tendresse pour les enfants. Avant de travailler pour le jeu du calmar, elle était mascotte dans un parc d'attractions, offrant des sucettes aux enfants et aimant les rendre heureux, allant même voir l'un d'eux à l'hôpital pour lui rapporter son chapeau. Ce n'est malheureusement pas le début de l'un des personnages les plus étrangement attachants du jeu du calmar. Comme mentionné, elle est employée dans le jeu du calmar, ce qui implique qu'elle est coupable d'avoir assassiné plusieurs personnes directement. Désolé, mais aucune interaction mignonne avec des enfants ne te sauvera ici. Nous la placerions dans la catégorie des méchants, rien que pour le fait qu'elle travaille dans un jeu aussi horrible. Mais sa conversation avec son patron révèle que tout ce qu'elle savait du travail, c'est qu'elle devait mettre fin à la misère de personnes désespérées. Elle garde aussi certaines convictions morales, comme refuser de laisser en vie les candidats éliminés, de peur qu'on leur prélève leurs organes alors qu'ils sont encore vivants. Elle est compatissante mais prête à tuer pour atteindre ses buts, ce qui fait d'elle l'un des personnages les plus moralement ambigus de la série. Mais on le soutient malgré tout. Et pour compléter cette zone grise, il y a Byung-gi, le joueur 111. Vous vous souviendrez de ce médecin véreux, comme celui qui a proposé de prélever des organes sur les joueurs décédés en échange d'informations sur les jeux. C'est évidemment une chose absolument dépravée à faire, et le fait qu'il ait été prêt à le faire montre qu'il a de graves défauts moraux. Cependant, pour sa défense, il utilise ses compétences pour survivre dans une situation atroce. Il tente toujours de survivre par tous les moyens possibles, sans jamais blesser ou tuer ses camarades concurrents. Soupçonnant le personnel de le tromper, il les attaque, en proie à la colère, au manque de sommeil et à la panique. Comme ils sont ses ravisseurs, on ne peut pas vraiment lui en vouloir, mais nous arrivons enfin à la partie tant attendue. Ces personnages sont les méchants et les mauvais, et j'ai l'impression qu'en plaçant Sang-woo, le joueur 218, comme notre méchant le moins maléfique, certains d'entre vous vont être énervés. C'est un personnage très complexe, même s'il est sans doute l'antagoniste principal de la première saison. Un ami d'enfance de Ji-hyun, diplômé distingué de l'Université nationale de Séoul. Il n'a connu le succès qu'après avoir détourné des fonds, ruiné son image et participé au jeu pour protéger sa mère des conséquences de ses erreurs. Mais dans sa détermination à réparer ses erreurs, Sun-woo n'a fait qu'en ajouter ironiquement à cette liste
Malgré sa nature compatissante, comme lorsqu'il a aidé financièrement Ali et pris des nouvelles du joueur 271 après que Deoxys l'a tué, son impitoyabilité a déformé sa véritable personnalité. Pendant le jeu des billes, il a manipulé Ali pour l'aider à gagner en le trompant afin qu'il porte un sac de cailloux au lieu de billes, le tuant ainsi effectivement dans le processus. Il s'est ensuite rué sur le verrier, bien qu'il soit la seule raison de leur arrivée si loin au 5e tour. De manière encore plus flagrante, il a tué Sae-byeok alors qu'elle se vidait déjà de son sang, simplement pour faciliter sa tâche lors de l'ultime épreuve. Mais compte tenu de son désespoir de survivre, nous devons considérer la plupart de ses actions comme des mots nécessaires, plutôt que comme des choses qu'il ferait naturellement. À l'exception de Sae-byeok, Sang-woo n'a eu recours à la violence que lorsqu'il estimait que c'était absolument nécessaire. Et s'il n'y avait pas eu cette scène, honnêtement, nous l'aurions simplement placé dans la zone grise. Mais alors que pratiquement tout le reste de ses actes était motivé par le désespoir, tuer une fille déjà mourante est l'une des choses les plus basses que quelqu'un ait faites. Mais parlons de la chamane autoproclamée de la mer, Seon-nyo, joueuse 044. Tu te souviens de Han Min-yo? Nous avons demandé à Netflix si elle pouvait revenir pour la saison, mais ils ont simplement répondu « On l'a déjà à la maison ». Et ce personnage est apparu. Elle semble être une sorte de médium étrange, sentant instantanément que Ji-yeon était au Squid Game à cause d'esprits vengeurs, ce qui, à son crédit, n'est pas totalement faux. Cependant, elle menace régulièrement les gens, se croit supérieure à tous et a souhaité la mort de ses anciens alliés. Trahie, elle n'est pas ouvertement malveillante, mais si elle est vraiment chamane, elle vient de tenter un quadruple homicide, ce qui la maintient assez bas dans ce classement. Ensuite, le capitaine Park t'a fait confiance, mec. Selon Internet, nous étions naïfs de le faire, mais on l'a quand même fait. Il avait l'air d'un type génial au début, étant celui qui a sauvé Juno de la noyade et qui l'a aidé à trouver l'île où se tenait le Squid Game. De plus, il ne demande aucun remboursement, souhaitant seulement que son nouvel ami revienne pêcher des calamars à ses côtés. C'est agréable de voir un personnage vraiment altruiste dans une série aussi morbide. Puis est venu l'épisode 7, où il a été surpris, en train de bidouiller les drones, et a fini par tuer un homme qu'il avait vu. Il est fort probable qu'un agent double travaille avec le chef pour empêcher Junho et son équipe de l'atteindre. Mais bon, je suppose qu'il lui a sauvé la vie, donc c'est déjà ça. Le joueur 278 est un personnage secondaire qui mérite une brève mention. Au début, il semblait n'être guère plus qu'un larbin de Deoxys, mais en réalité, c'était un larbin de Deoxys qui avait aussi un sérieux complexe d'infériorité. Quand la nature du jeu de Bill a été révélée, le 278 s'est immédiatement retourné contre Deoxys, ravi à l'idée de le faire tuer. C'était jusqu'à ce qu'il perde finalement et s'enfuit. Et je serai le premier à l'admettre, je soutenais en fait Deoxys pendant ce jeu. D'accord, il est enfin temps de parler de Thanos, le joueur 230. Thanos est un rappeur internet populaire qui est visiblement choqué quand quelqu'un ne sait pas qui il est, ce qui lui vaut facilement la médaille du centre de l'orgueil. Il ne se montre gentil qu'avec ceux qui lui sont soumis, comme lorsqu'il promet des photos à ses fans une fois éliminés du jeu. Thanos n'est pas un génie du crime ou quoi que ce soit, mais c'est un impulsif accro avec très peu de morale, ce qui le rend tout de même assez dangereux. Pendant une partie de 1, 2, 3, Soleil il a tué plusieurs personnes devant lui, ce qui rendrait le jeu plus difficile pour lui-même. Pour cela, il mérite la médaille du pêcheur de Darwin et des points supplémentaires sur l'échelle des psychopathes. Il était aussi l'un des plus virulents à vouloir que les jeux continuent pour pouvoir gagner un maximum d'argent, et il était toujours prêt à se battre avec quiconque s'opposait à lui, prêt à sacrifier tous ceux dont il ne pouvait pas se servir. Cette saison, il incarne à merveille le personnage qu'on adore détester, et c'était satisfaisant de le voir se prendre une fourchette dans la jugulaire. Mais aussi mauvais qu'il a été, son subalterne, le joueur 124, est d'une certaine façon encore pire. Il s'est lié d'amitié avec Thanos après qu'ils aient perdu de l'argent suite à l'arnaque de 333. Tel Thanos, il veut prolonger les jeux au maximum pour gagner le plus d'argent possible, ce qui lui vaut la médaille du péché d'avarice. Sérieusement, à un moment donné, il a dit quelque chose comme « Il y a encore trop de gens en vie », étant assez direct sur le fait d'être un sociopathe totalement dépravé. Il est encore plus agressif que Thanos, qui était plutôt gentil avec Min-soo au début. Cet homme méprisait les autres jusqu'à avoir une raison d'agir différemment, et c'est lui qui a tué Simi. Ce type était juste un sociopathe vraiment flippant. Maintenant, je ne sais pas qui était le candidat le moins apprécié des autres cette saison, mais ni Thanos ni 124 ne m'ont convaincu. Ce déshonneur revient au joueur 100. Comme 124, il exprime très clairement son désir de prolonger les jeux aussi longtemps que possible et de s'assurer que beaucoup de gens meurent pour augmenter la cagnotte. La différence, c'est que c'est littéralement sa seule caractéristique.
Chaque fois que cet homme apparaît à l'écran, il trouve un moyen de se plaindre en disant « Oui, il faut continuer pour que je puisse tuer des gens et gagner de l'argent grâce à ça. » Il n'y a pas grand-chose à dire sur lui, à part le fait que c'est un salaud sans aucune compassion pour les autres. Et malgré tout, il n'est même pas dans notre pire 5. Alors commençons le pire 5 avec l'homme en costume, que vous vous souvenez peut-être comme celui qui a recruté Ji-Hyun et les autres pour le Squid Game à l'origine. Dans la saison 2, on en apprend plus sur son passé, son présent et son absence d'avenir. Ce type n'est pas seulement un complice psychotique de meurtre, c'est un sadique pervers qui joue à des jeux tordus avec des personnes pauvres et vulnérables pour essayer de les convaincre que leur seule option est de participer à une compétition mortelle. Il ne fait pas ça seulement pour le travail, il torture parfois des gens juste pour s'amuser. Comme lorsqu'il a forcé ses deux amis à jouer à pierre-papier-ciseaux à la roulette russe, savourant leur terreur. Plus tôt dans l'épisode, on découvre que ce type travaillait lui-même dans les jeux et qu'à un moment, il est tombé sur son propre père, qu'il a abattu sans hésiter. Attention, il n'a pas repensé à cela avec la moindre tristesse ou le moindre remords, il l'a évoqué avec fierté. Mais parlons du candidat le plus tristement célèbre de la première saison, Il-Nam, le joueur 001. Commençons cette partie par un moment de silence pour ceux d'entre nous qui ont adoré ce vieux monsieur si attachant, qui ont versé des larmes à sa mort, pour découvrir ensuite qu'il était le fondateur des Jeux du Calmar. Il s'avère qu'Il-Nam était un usurier dont les clients sont devenus si riches qu'ils se sont ennuyés. Il en est donc venu à la conclusion parfaitement raisonnable de se dire « Hey, et si on mettait des pauvres dans un gymnase et qu'on les forçait à jouer à des jeux d'enfants sous peine de mort ?» Je crois que ce type avait déjà des problèmes avant sa tumeur cérébrale, mais il semblait tout de même très conscient de ses actes. Et quand il s'est finalement lassé de regarder les jeux en tant que very important person, il a vu que sa fin approchait et a décidé de participer à la fête pendant un moment. Il leur a donné une chance de se retirer en votant pour arrêter les jeux après 1, 2, 3, soleil. De plus, sa tumeur au cerveau était un véritable fardeau qu'il devait porter, et il semblait vraiment apprécier et se soucier de Ji-Hyun, sacrifiant sa chance de jouer lors des dernières manches pour qu'il puisse vivre. Mais rien de tout cela ne suffit à racheter ses actes. Cet homme a rassemblé des milliers de personnes vulnérables au fil des années pour servir de jouet à quelques riches qui pouvaient s'amuser un moment avant que 99% d'entre eux ne soient brutalement assassinés. Et son excuse c'était eh bien les gens sont égoïstes de toute façon. Alors voilà, je veux dire quoi? Tu veux dire comme Ji-Hyun, qui t'a toujours traité avec respect, générosité et un véritable altruisme? Ou comme Ali, qui a risqué sa vie pour sauver Ji-Hyun lors du premier jeu en sachant qu'il pouvait en mourir? Cela dit, on décerne la médaille de bronze du mal à Deok-Su, le joueur sans teint. Et franchement, par où commencer avec ce type? Il y a tellement d'aspects différents à son personnage, et ils sont tous horribles. C'est un meurtrier de masse, un gangster organisé, un terroriste, un resquilleur et un sadique pur et simple. Ce type a pleinement compris le danger du jeu et a révélé sa vraie nature en voyant ce qui arrivait aux victimes. Il a battu à mort le 271 pour avoir tenté de prendre la nourriture que Deok-Su avait prise en trop par rapport à ce qui lui était permis, et il a souri quand on l'a déclaré mort. Il a ri du suicide de 69. Son dernier acte fut celui d'un lâche. Lors des dalles de verre, il a refusé d'avancer jusqu'à ce que d'autres testent le terrain avant lui. Et contrairement à Sang-woo, qui ne recourait à la violence que lorsqu'il la jugeait nécessaire, Deok-Su prenait un plaisir sincère à provoquer et à observer la douleur et la misère de ses semblables, ne s'alliant aux autres que tant qu'il lui était utile. Mais notre médaille d'argent du mal doit revenir au frontman. Le placer aussi bas semble à la fois parfaitement logique et injuste, car le frontman a besoin d'être beaucoup plus développé avant que nous puissions déterminer s'il est purement maléfique ou simplement brisé et maléfique. Écoutez, peu importe son passé, le fait est que c'est lui qui dirige les Squid Games et s'occupe des Very Important Person, en plus d'assassiner d'innombrables personnes sans aucun remords et de justifier cela avec les acrobaties mentales les plus incroyablement absurdes que l'on puisse imaginer. Il a également tiré sur son frère, qui a passé des jours à le chercher désespérément. Cela vient de quelqu'un qui a vécu les jeux directement, donc il connaissait les horreurs qui s'y déroulaient, et aurait pu se dire « Peut-être que je ne devrais pas perpétuer ça ». Dans la saison 2, il empire sa situation en devenant le joueur numéro 1 et en collaborant avec Ji-Hyun. Il utilise sa femme et son enfant décédés comme tactique de manipulation, fait des crises de colère quand les jeux ne tournent pas en sa faveur, a essayé de convaincre les autres d'abandonner après le deuxième jeu, tout cela pour prouver que Ji-Hyun ne pouvait pas sauver les candidats d'eux-mêmes. Le pire, c'est que le chef de jeu avait totalement raison, d'une certaine façon. Après avoir simulé sa mort en tant que joueur numéro 1 et être revenu à son rôle classique, il a carrément dit « Je te l'avais bien dit » à Ji-Hyun avant de tirer sur son ami juste devant ses yeux.
Le chef de jeu est clairement un méchant, et rien de ce qu'on apprend sur lui ne le sauvera de cette catégorie, mais il est possible que la mort de sa femme ait provoqué un déclic dans son cerveau. Il est également suggéré qu'il a rejoint le jeu initialement pour payer les soins médicaux de sa femme, ce qui lui donnerait une part d'humanité, si c'est vrai. Mais par élimination, vous savez où cela mène? Les Very Important Persons sont vraiment les êtres humains les plus dépravés qu'on puisse imaginer. Dès le départ, on leur décernera la médaille de la gourmandise pour leur appétit du plaisir, apparemment leur unique motivation. Ils passent leur journée à parier de l'argent sur les participants au jeu, à miser sur eux comme des parieurs misent sur des chevaux, sans accorder la moindre valeur à leur humanité. L'un d'eux s'est énervé contre le joueur 69 qui s'est pendu, non pas par tristesse, mais parce qu'il avait misé beaucoup d'argent sur lui. De plus, rien ne satisfait jamais ces individus. Ils ressemblent à des bébés adultes réclamant des biberons de sang. Que ce soit regarder des gens être rassemblés comme du bétail et tués, traiter leurs subordonnés comme de la merde, harceler sexuellement leur personnel sans aucune gêne, etc. Ces types sont tous des créatures dépravées qu'on hésiterait franchement à qualifier d'humains. Ils sont si détachés de l'humanité qu'ils ont perdu toute compassion et décence, ce qui leur vaut sans aucun doute la médaille d'or du mal la plus facile jamais décernée. Pas qu'ils aient un besoin de plus d'or.